Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Au sommaire de ce journal, après les Pays-Bas et la Belgique l'année dernière, c'est maintenant en Allemagne et en France que les agriculteurs manifestent leur exaspération par des actions spectaculaires. Le ras-le-bol et la mobilisation des agriculteurs s'étend en France. Nous y reviendrons en détail avec nos partenaires TL7 et Via Occitanie. Sur le bassin d'Arcachon, nous irons avec TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, à la rencontre de ces pêcheurs, eux aussi en colère. Ils sont plus de 500 entre le Pays Basque et le Finistère à être immobilisés afin de protéger les dauphins présents sur nos côtes. Avec notre partenaire WEO TV, la chaîne de la Voix du Nord, nous nous rendrons dans la Somme afin de tirer les premiers enseignements de la décision de la commune de Flixcourt qui propose désormais sa cantine à 1 € afin de contrecarrer les effets de l'inflation. Enfin, nous irons découvrir ce sport récent issu de multiples arts martiaux, le MMA. Depuis son autorisation en France, le succès du MMA ne se dément pas, au point que certains clubs mettent en place des cours spécifiques. C'est ce que nous verrons avec Via Occitanie. Nous commençons ce journal avec les agriculteurs. Malgré les premiers échanges avec le Premier ministre, leur colère prend de l'ampleur. Toute la semaine, ils se sont mobilisés dans plusieurs départements d'Occitanie. D'abord la Haute-Garonne, puis le Tarn-et-Garonne, le Gers ou encore les Pyrénées-Orientales. Le monde rural attend désormais des actions concrètes du gouvernement. Regardez ce reportage de Lisa Hervé pour Via Occitanie. La reconstruction d'un mur de paille, symbole de la résistance agricole. Voilà 4 jours que les agriculteurs haut-garonnais occupent la 64 dans les deux sens. Chaque jour, ils se relaient. Le soir, ils sont 400 à se rassembler. La nuit, une dizaine d'entre eux dorment ici, dans cette benne à céréales. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. C'est les 3 ou rien. C'est le GNR, le gasoil non routier. C'est l'irrigation. Sans eau, pas d'agriculture. Et après, bien sûr, il y a des mesures locales qui sont, pour nous, la MHE, la maladie hémorragique épizootique qui touche nos cheptels. C'est qu'on a des pertes considérables. C'est la fin de nos exploitations, des petites exploitations de campagne. Un mouvement suivi par des agriculteurs, éleveurs et viticulteurs dans d'autres départements, le Tarn-et-Garonne, le Gers, l'Ariège ou encore les Pyrénées-Orientales. Devant le péage sud de Perpignan, une 60aine de tracteurs, benne remplie. Une mobilisation forte dans ce département particulièrement touché par la sécheresse. On avait une très petite récolte et le problème qu'il y a, et derrière ça on avait en plus la grêle dessus qui est tombée. Et le gros problème c'est qu'il n'a pas plu, ça fait plus d'1 an et demi qu'il n'y en a pas d'eau. Et donc s'il ne pleut pas, même s'il pleut, je ne sais même pas la récolte qu'on aura. Est-ce que les prix vont tenir? J'ai déjà une vigne qui est morte. Je ne sais pas comment ça va réagir. Le monde agricole attend désormais des actes concrets de la part des politiques. En attendant, tous se réjouissent du soutien de la population. Couverture chaude, croissants ou encore soupe, les dons sont nombreux. Je suis venue, alors je leur ai amené une cocotte de soupe pour qu'ils aient bien chaud au ventre, pour qu'ils puissent tenir. Parce que la nuit, moi, quand je me couche au chaud. Et je pense à eux qui sont là dehors. Avec les températures en plus que nous avons, c'est pas l'été et c'est pas le Club Med. Avec des réserves de nourriture de 3 semaines, les agriculteurs ont annoncé poursuivre la mobilisation le temps qu'il faudra. Un boycott et un blocage du Salon international de l'agriculture sont même envisagés à Paris en février prochain, si aucune mesure n'est prise d'ici là. Voilà, la hausse des charges, les difficultés à respecter les normes, les maladies qui déciment le bétail. Les raisons de la colère du monde agricole sont multiples, mais la rémunération de leur travail reste le point central de leurs préoccupations. 5 ans après la loi Egalim qui devait rémunérer les agriculteurs en fonction de leurs coûts de production, les syndicats agricoles de la FDSEA et des jeunes agriculteurs 42 ont empêché la sortie des camions sur le site de Lactalis. C'est un reportage d'Anthony Verpillon pour TL7 dans la Loire. Après les panneaux retournés, le slogan « On marche sur la tête » était de nouveau de sortie devant Lactalis à Andrézieux car l'exaspération repart de plus belle. 5 ans après la loi Egalim qui devait rémunérer les agriculteurs en fonction de leur coût de production. Autour de 45 centimes d'euros le litre en montagne, en plaine ça irait bien. En montagne nous sommes plutôt à 50 centimes. Aujourd'hui Lactalis, pour vous citer, est à 40,5 centimes. Donc vous allez me dire c'est que l'histoire de 4-5 centimes, mais c'est énorme. Un agriculteur
dans la Loire, livrent à peu près 250 000 litres de lait en moyenne. Ça représente 10 000 euros à la fin de l'année et c'est de la marge nette. C'est son revenu, quoi, malheureusement. Et s'il manque 4 à 5 centimes pour arriver au coût de production chez les éleveurs estampillés Lactalis, le manque à gagner n'est que d'1 centime chez le concurrent Sodial qui travaille avec 75% des exploitations ligériennes. Un prix qui fluctue en permanence pour des éleveurs tenus par les contrats tacites passés avec les préleveurs. Je ne suis pas sûr que l'herbe soit forcément plus verte ailleurs, mais à un moment donné, nous, on veut juste qu'il y ait vraiment une cohérence et qu'on soit vraiment pris en considération. C'est du local, c'est des gens du département qui travaillent, donc je veux dire après, peu importe l'entreprise dans laquelle on est, c'est juste qu'ils nous payent et en fonction de notre coût de production pour qu'on puisse vivre dignement de notre métier. Et dans un contexte mondial instable qui les percute de plein fouet, les agriculteurs en ont assez d'être la variable d'ajustement du pouvoir d'achat des ménages. Sous le prétexte du pouvoir d'achat et de l'inflation, ils matraquent les produits alimentaires. Il faut à tout prix que les produits alimentaires soient le moins cher possible. Alors que, je prends toujours cet exemple, quand on achète un téléphone portable à 1 500 €, ça choque personne. Il n'y a rien qui est frais en France. Par contre, quand on augmente le litre de lait de 10 centimes d'euros, et c'est ce qui sauverait la filière laitière de 10 centimes d'euros, tout le monde en parle. Les négociations avec les industriels devraient encore durer 15 jours pour arriver enfin à un prix d'équilibre. Autre chose dans l'actualité, 500 bateaux de pêche sont immobilisés depuis le début de la semaine et pour 1 mois entre le Pays Basque et le Finistère pour assurer la protection des dauphins. Le résultat d'un long combat des associations de protection de l'environnement contre les captures accidentelles de ces cétacés dans leur filet. 15 bateaux se retrouvent ainsi bloqués sur le port d'Arcachon. Alix Fourcade et Juliette Huard étaient sur place pour TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Sur le port d'Arcachon, ce lundi matin, difficile d'échanger avec les pêcheurs, tant la colère les laissait sans voix. Ils votent des trucs, oui, décident de trucs en fin d'année, quand les bateaux sont arrêtés, quand tu commences ton année, tu te prends ça dans la tronche, je sais pas quoi. On nous a parlé de subventions peut-être, mais on veut pas vivre de subventions, on veut travailler, c'est tout. Jusqu'au 20 février inclus, la pêche dans le golfe de Gascogne est interdite aux bateaux de plus de 8 mètres, équipés d'un certain type de filet. Près de 500 bateaux français sont concernés entre la Bretagne et le Pays Basque. À Arcachon, sur les 20 embarcations présentes, 15 ne doivent pas quitter le port. On leur demande de réduire leur capture et c'est ce qu'ils font. On leur demande d'adapter leur matériel, c'est ce qu'ils font depuis des années. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ils sont résignés. Ils ont du mal aussi à se projeter dans un avenir à court terme. On espère ne pas hypothéquer aussi notre activité pour la reprise. Parce qu'une fois que les flux auront été mis en place, des ports notamment du Nord, Danemark, Norvège, Royaume-Uni, eh bien c'est aussi de la concurrence pour nous. Donc quand ça va reprendre à la réouverture, il faut aussi qu'on trouve un débouché pour nos produits. Voilà. C'est donc toute une filière qui ne sait pas sur quel pied danser. Ce poissonnier se fournit habituellement en majorité à la criée d'Arcachon. On pense que l'interdiction va impacter les prix, mais après c'est l'offre et la demande. Et en période de février, il n'y a pas non plus une demande importante. Donc il va y avoir un impact, mais pas non plus énorme en fait. Affaire à suivre donc. Rappelons que cette décision a été prise par le Conseil d'État pour limiter les captures accidentelles de dauphins dans le golfe de Gascogne. Entre décembre et avril 2022, l'Observatoire Pélagis a recensé 1380 échouages de petits cétacés sur le littoral atlantique. Avec l'augmentation de la température de l'eau de 0,4 degrés en moyenne tous les 10 ans, la Méditerranée devient un lieu propice au développement des espèces tropicales. Même à cette époque de l'année, les pêcheurs remontent trop souvent des barracudas, vous avez bien entendu, ce qui n'est pas très bon signe pour l'avenir de la Méditerranée. Pour la Provence, regardez ce reportage de Rudy Dahan. Gérard est l'un des pêcheurs plongeurs historiques de la Ciotat, un véritable témoin et acteur de l'évolution sous-marine au quotidien. Il a constaté comme beaucoup le retour en force des barracudas le long des côtes de la région. Les biomasses de barracudas, elles cessent d'augmenter, pas spécialement que la Ciotat, on a des témoignages de copains ailleurs aussi. Et c'est vrai que ce sont des poissons qui affectionnent les zones portuaires, surtout quand elles sont aérées et grandes comme la nôtre. Et le plus important, c'est la qualité de l'eau. Si la qualité de l'eau est bonne, les barras ils viennent s'installer dans le port. Aujourd'hui, dans les populations de barras, on a des
des spécimens qui commencent à ressembler aux barracudas du Pacifique. Un bon signe donc pour la vie sous-marine qui témoigne d'une eau particulièrement saine, mais cela peut aussi inquiéter. Car le réchauffement climatique n'est pas pour rien dans cette mutation du milieu aquatique. C'est un des effets du réchauffement climatique. Après, on peut avoir un effet pervers comme celui qu'on a eu en 2022, c'est-à-dire la méga mortalité des gorgones due à une période de chaleur trop importante et surtout trop longtemps. Et nous, on est vigilants, on est des lanceurs d'alerte. Pourquoi? Parce qu'on est underwater 200 jours par an. Et c'est pour ça que l'agence de l'eau nous a attribué ce rôle, parce qu'ils sont avides de constats, qu'ils soient positifs ou négatifs. La Ciotat, on a une très très belle zone autour de l'île verte. Une faune marine qui se reconstitue, le résultat en partie donc d'une eau de plus en plus saine. D'ailleurs, ce matin-là, un banc de dauphins est venu saluer notre équipe à quelques mètres du bord, comme un témoignage de la nature qui reprend peu à peu ses droits sur son milieu. Connaître la qualité de l'air extérieur dans notre environnement et rentrer dans nos habitudes. Comme d'autres villes en France, Limoges va plus loin en participant à ce projet de l'ADEME qui vise à mesurer la qualité de l'air dans les espaces clos que sont les salles de classe par exemple. 16 classes de 4 groupes scolaires participent à cette étude. Regardez ce reportage d'Alain Druot pour 7 à Limoges. La qualité de l'air est une composante des bulletins météo. Ces données suivent généralement celles du temps. La ville de Limoges va plus loin dans un projet de l'ADEME, ACTER, qui subventionne à 70% le coût de l'étude de la qualité de l'air dans les salles de classe. 16 classes sont concernées et équipées de capteurs dans 4 groupes scolaires. Il existe une réglementation où on suit quelques polluants, quelques composés organiques volatiles, mais la ville de Limoges qui s'est lancée en particulier sur la lutte contre les perturbateurs endocriniens, on a souhaité compléter ce panel avec tout un volet de polluants, que ce soit les particules fines, l'ozone, le radon, mais aussi des polluants comme les moisissures. On a voulu suivre aussi d'autres paramètres de confort, température, humidité, le bruit aussi. On doit considérer que tout ce qui entre dans une classe est un polluant. En premier, l'air externe, la respiration des occupants, mais du sol au plafond, tout entre en ligne de compte. Il y a des modifications profondes, d'une part du cahier des charges des constructions, mais aussi de façon peut-être plus pragmatique au quotidien, des adaptations du mobilier, des systèmes de nettoyage, du système de ventilation dans nos différentes écoles. Avec la campagne de mesure et d'exploitation des données, des actions d'information sont menées à l'école auprès des enfants. Ils savent quand même beaucoup de choses. Les fleurs, par exemple, c'est quelque chose que souvent je me dis, ils vont pas y penser que ça pollue. Et au final, ils y ont pensé assez rapidement. Et ils savent quand même beaucoup de choses. Les aérosols, ils le savent. Donc c'est vrai qu'ils connaissent vraiment pas mal de choses. Désormais, des tablettes permettent de suivre l'état de l'air en temps réel dans ces classes. Restons dans la problématique de l'environnement avec cette initiative originale. À Pont-de-Claix, dans l'agglomération de Grenoble, je vous propose de découvrir une entreprise qui développe des innovations pour accélérer le processus de réhabilitation des friches contaminées. Pour ces recherches, l'entreprise s'aide d'escargots et de vers de terre qu'elle met en contact avec le sol pollué. Regardez ce reportage de notre partenaire sur place, Télé Grenoble. À Pont-de-Claix, chez Chrysalide, escargots et vers de terre collaborent pour analyser des sols pollués. Ils vont brouter de l'herbe, ils vont manger de la terre, ils vont inhaler les poussières, ils vont inhaler les gaz du sol pour savoir si les polluants en place impactent leur santé et également si ils se transfèrent à ces organismes. Un sol est considéré comme dégradé par la présence de produits qui ne s'y trouvent pas naturellement et que cette dégradation crée des risques pour la santé et pour l'environnement. L'objectif de la société est de trouver des innovations pour dépolluer et réhabiliter des friches. Les friches sont contaminées en lien avec des activités passées, notamment industrielles, et sur des décennies et des décennies d'activités industrielles, eh bien, il y a de la pollution qui s'infiltre peu à peu dans les sols et peu à peu dans les nappes et qui crée à terme finalement une contamination non négligeable. Des sols contaminés peuvent causer des maux de tête, des nausées ou encore des blocages neuromusculaires. Il y a des effets divers et variés sur la santé chez l'homme, mais aussi sur le vivant. Donc c'est ça qui nous intéresse, c'est aussi l'environnement. Et donc là, l'idée, ça va être d'exposer des escargots. Donc là, j'en ai 15. Et donc là, ils vont être laissés pendant 28 jours
à pouvoir être en contact avec le sol et on sait qu'ils vont absorber contaminants. Donc tac, tac, tac. Donc l'idée c'est après exposition de leur faire une prise de sang pour connaître leur état de santé. Et pour ça, on fait un petit trou dans la coquille et on va piquer dans le cœur. Et il y a du sang qui coule. C'est une technique qui est non létale, qui est non invasive, dans le sens où il va réussir après à reconstruire sa coquille en 7 jours. Pour décontaminer les sols, l'un des traitements efficaces est l'utilisation de champignons. Donc le champignon va sécréter des enzymes qui vont permettre de dégrader le polluant qui est compliqué à décomposer en molécules plus simples. Et donc l'objectif, au final, c'est d'essayer d'avoir des molécules qui sont plus inoffensives. 100 acteurs publics et privés gravitent autour de Chrysalide. À la fin de l'année, la société va passer à une recherche sur la contamination au perfluoré, dit aussi polluant éternel. Désormais, à Flixecourt, le prix du repas proposé à la cantine repose sur les revenus des ménages. Les écoles publiques de ce village de la Somme proposent depuis peu la cantine à 1 €. Pour le maire de la commune, cette cantine à 1 € est une réponse cohérente aux difficultés financières de certaines familles qui parfois hésitent à mettre leur tête blonde à la cantine. Un reportage de Jérôme Houbron pour notre partenaire WEO TV, la chaîne de la Voix du Nord. 12 h, l'heure de recharger les batteries pour les élèves de cette école de Flixecourt. Au menu de ce repas végétarien fait maison. C'est pomelos rose. Ensuite, on a steak de soja, basilic, tomate, avec une fondue de poireaux et pommes de terre. Et en dessert, un kaki. Un repas qui, il y a peu, coûtait encore 2,50 € aux familles. Mais depuis le 1er janvier dernier, le prix des repas est adapté aux revenus des ménages. De 50 centimes pour les parents les plus modestes à 3 € pour les plus aisés. Une tarification basée sur le quotient familial qui ne met pas tout le monde d'accord. Moi, pas très contente parce que forcément je travaille, mon mari travaille, donc pour nous c'est une augmentation. On passe à 3 € le ticket alors qu'on n'a pas le choix de mettre notre enfant à la cantine, quoi. Alors je pense que c'est une bonne chose pour certaines familles, ça peut permettre à certains enfants d'avoir au moins un bon repas par jour complet, surtout si ça descend vraiment à 50 centimes pour d'autres. Permettre de lutter contre la précarité alimentaire au sein des écoles publiques, c'est tout l'enjeu de la cantine à 1 €. Lancé en 2019, le dispositif incite les communes volontaires à proposer un tarif adapté d'1 € maximum par jour. En contrepartie, l'État compense la perte engendrée. Pour le maire de Flixecourt, c'est surtout une réponse logique à un besoin. Il y avait beaucoup d'impayés, notamment de gens qui n'arrivaient vraiment plus à payer et on voulait que les enfants mangent quand même, quoi, parce que la solution c'est pas de leur interdire la cantine, surtout pas. Avant c'était 2,50 € mais c'est vrai qu'il y a des parents qui hésitaient à mettre leurs enfants à la cantine parce que 2,50 € multiplié par 4 ça faisait 10 € par semaine et donc au bout de 6 semaines, voilà, ça fait quand même une somme qui pour eux est très chère. Pour l'heure, sur les 90 familles ayant renseigné leur quotient familial, 46 bénéficiaires du dispositif ont été identifiés. Créée il y a 11 ans, cette entreprise de confection de jeans tissés dans les Vosges propose une nouvelle gamme écologique de pantalons 100% made in France, à base de coton français et de denim recyclé. Pour Vosges TV, je vous propose d'accompagner Anaïs Gall et Anne Didier qui visitent cette entreprise. Regardez. Donc le tissu, c'est un mélange de fil blanc et de fil bleu. Un fil naturellement clair pour un jean à la mode délavé. Pourtant, dans cette nouvelle gamme proposée par la marque 1083, aucun processus chimique n'entre en compte. Ce denim, tissé à Rue-sur-Moselle, est le résultat d'un mariage réussi entre du coton cultivé en France et de vieux jeans recyclés. Au niveau écologique, c'est très intéressant parce que ce jean émet 5 fois moins d'impact carbone. Donc au lieu d'émettre 32 kg carbone avec un jean conventionnel, là, ce jean-là n'émet que 6 kg carbone. Un denim nettement moins gourmand en eau également. Comptez en effet 160 litres d'eau pour la confection d'un jean de cette gamme, contre 3200 litres en moyenne pour un modèle concurrent. Ce tissu est également 100% français, puisque depuis 2022, l'entreprise cultive son propre coton sur 3 hectares de plantation dans la Drôme et dans le Gers. Récolté l'année dernière puis filé dans le nord de la France, il est tissé pour la première fois dans les Vosges. Une culture au rendement plutôt faible malgré tout, car le coton s'épanouit d'habitude sous des latitudes plus chaude. On est tellement un pays surproducteur de textiles qu'on en jette beaucoup et ce déchet, on a développé une stratégie pour en faire une matière première. Et c'est ce coton issu du recyclage qu'on mélange à notre coton cultivé en France pour doubler les rendements de nos champs de coton et pouvoir proposer un jean 100% en coton français.
Avec 600 kg de coton récolté et autant de tissus recyclés, cette première salve permettra de tisser 1500 jeans qui seront proposés à la vente d'ici mars 2024. Cette gamme-là, on la démarre, on ne sait pas trop quel poids elle va prendre dans notre collection, mais c'est déjà 3% en 2023-2024, donc pour un projet de R&D c'est beaucoup, et puis ensuite c'est les consommateurs qui vont faire un petit peu le poids de cette gamme dans notre offre. Prochain objectif désormais, élargir encore davantage cette offre avec la plantation de nouveaux champs de coton dans la Drôme. Rappelons que 1083, ce sont 50 000 jeans vendus chaque année et 250 emplois directs et indirects, dont une cinquantaine dans les Vosges, pour une pièce comptée en moyenne 130 € et jusqu'à 169 € pour la gamme 100% Made in France. Direction la Mayenne à présent, où se déroule l'un des plus gros chantiers ferroviaires de la région. La ligne de fret entre Château-Gontier-sur-Mayenne et Sablé-sur-Sarthe est en cours de rénovation. Sur cette ligne, pas de voyageurs, seulement des marchandises. Un enjeu économiquement important pour tout un territoire et un symbole aussi, celui de la renaissance du fret ferroviaire, très longtemps délaissé. Enzo Maubert pour LMTV Sarthe. Depuis septembre, plus aucun train à l'horizon. Les ouvriers sont à pied d'œuvre pour remplacer 68 km de rails sur cette ligne classée en fin de vie par la SNCF. On était sur des traverses métalliques de 1910 et des rails de 1913. Donc si rien n'était fait, globalement, la ligne, on ne savait plus l'entretenir et le trafic fret n'aurait pas pu perdurer sur cette ligne-là. Un chantier colossal entre Château-Gontier en Mayenne et Sablé-sur-Sarthe. L'une des dernières lignes de marchandises en exploitation dans la région. On va engager près de 34 millions d'euros sur la rénovation de cette ligne et la pérenniser pour plusieurs dizaines d'années. Un investissement surprenant pour une ligne où ne circulent que 2 trains par semaine. Mais ici, le fret trouve ses clients, comme ce chef d'entreprise. Il se fait livrer ses matériaux par wagon et il a même décidé d'aller encore plus loin avec la construction d'un entrepôt au pied de la ligne. La rénovation de la ligne de fret apporte à une société comme la nôtre la garantie de pouvoir utiliser le fret ferroviaire pour ses approvisionnements durant de nombreuses décennies, ce qui est absolument vital puisque le transport des produits sidérurgiques s'accommode très bien au transport ferroviaire pour des raisons environnementales, pour des raisons de productivité. Un atout pourtant peu utilisé par les entreprises, le fret ne représente que 3% des marchandises transportées en Pays de la Loire. La SNCF et la région ont pour objectif de doubler cette part d'ici 2030. L'enjeu est bien clair, c'est massifier les flux, faire du transbordement, c'est-à-dire sur le travail à longue distance, de pouvoir aujourd'hui utiliser plus des outils massifiés comme le train, et après décarboner. Décarboner, c'est ce qu'on a mis en place depuis maintenant plus de 10 ans avec le bio-GNV pour faire en sorte que désormais, même le dernier kilomètre soit totalement décarboné. Décarboner, oui, encore faut-il des locomotives électriques, ce qui n'est pas le cas sur cette ligne. Autorisé en France depuis seulement 3 ans, le MMA est en plein essor et cela se ressent dans les associations d'arts martiaux. Elle croule sous les demandes de nouveaux adhérents désireux de s'essayer au MMA. Certaines mettent en place des cours spécifiques. Regardez, pour Via Occitanie, Antoine Guillet nous emmène dans un club au cœur de Nîmes à la découverte de ces cours multidisciplinaires. Allez, c'est parti, un maximum de soumission en 1 minute. Rapide, rapide. Comme chaque lundi, c'est Jiu-Jitsu brésilien au Fighting Club nîmois. Hicham Bouguetaya n'enseigne pas de MMA, mais plusieurs disciplines utiles aux combattants dans la pratique des arts martiaux mixtes. On a préféré faire le NJ là, comme ce soir, c'est Jiu-Jitsu brésilien. Demain, ce sera kickboxing et vendredi, ce sera grappling MMA. Mais voilà, un seul cours de MMA, pour nous, on avait fait cette expérience-là, que ça... on n'arrivait pas à mettre en place tout l'aspect technico-tactique, l'enseignement, la pédagogie. Nombreux sont les jeunes combattants à se tourner vers le MMA, et si les clubs spécialisés sont rares, ils se retrouvent dans l'apprentissage de sports de combat composant direct du MMA. À la base, je voulais faire du MMA, mais j'ai découvert le Jiu-Jitsu, qui me passionne énormément aussi. Et bien sûr, je suis satisfait parce que chez Hicham, en plus, c'est complet. Donc on fait du pied-point, on fait du sol. Le jiu-jitsu brésilien permet aux combattants de travailler le sol. À la différence du MMA, les jiu-jitsukas portent des kimonos. Les prises et les techniques ne sont donc pas les mêmes, mais certaines passerelles existent entre les deux sports. Je sors de la garde,
ouverture de garde, passage de garde, je prends une position dominante. Là, le travail, c'est le travail de celui qui est dans la garde. Voilà, là, le travail, ça va être celui-là, de passer la garde. Bon, là, il n'y a pas les frappes parce qu'on n'est pas en MMA, mais si on serait en MMA, ce serait la même chose. La pratique est en plein essor. Légalisée en France en 2020, on estime aujourd'hui à 60 000 le nombre de combattants, soit autant que pour la boxe anglaise. Un nombre qui ne devrait pas faiblir. Les organisateurs de combats s'arrachent de plus en plus les salles françaises et leurs combattants. Voilà, et puis cette semaine, je vous signale la sortie du nouveau numéro du magazine Le Point spécial Nîmes, intitulé Nîmes, la Renaissance. La ville qui mise sur ses entreprises qualifiées de pépites, avec aussi la création de 2 à 3 000 emplois à l'aéroport. Enfin, en matière d'art, ce sont les coups de cœur de Sophie Roule à l'exposition Claude Viala. Et enfin, le festival de la biographie avec le choix des libraires. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir à tous.